Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. Sud Radio en direct de l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne chez Gérard Bertrand avec toute l'équipe Sud Radio Rugby. On est très heureux pour ce samedi après Toulouse, après Castelnaudary maintenant l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne. Comment ça va Julien Thomas? Ouais. Avec le micro ce sera mieux pour Julien. Ah oui. Chez monsieur Gérard Bertrand bien sûr, mais à l'Hospitalet Beach qui est d'une vue splendide. Ah bah là on est face à l'océan, face à la mer exactement. J'ai l'habitude de dire l'océan. On est pas à La Rochelle, Alexandre. On est effectivement face à la mer Méditerranée avec un joli vent mais aussi un beau soleil. On sait que c'est pas la même chose du côté de l'Hérault. Faites très très attention dans les hauts de l'Hérault, notamment sur la partie nord et sur la partie est où il y a un très très fort épisode Cévenol et une alerte rouge de Météo France en cours. On suit évidemment ce qu'il se passe du côté de l'Hérault sur les terres de Julien Thomas. Philippe Spanghero, bonsoir. C'est vrai qu'on doit dire bonsoir radiophoniquement, mais bon, on est en pleine journée encore. Salut Alex, bonsoir à tous. Ah bah tu dis bonsoir, t'as choisi bonsoir. Oui. C'est vrai qu'on a passé un bon moment hier soir aussi ensemble. Ouais, à Castelnaudary, avant-hier à Toulouse, ça fait du bien quand même de sortir de Paris puis d'aller à la rencontre des auditeurs et sur les territoires. Comme on dit à Paris. On commencerait presque à s'apprécier tous les deux. N'allons pas jusque-là. Non, on va pas aller jusque-là. Mais l'aventure, l'animosité baisse quand même de jour en jour. Il faut qu'on arrête parce que ça plaît cette petite élection. Ben oui. Mais t'inquiète pas, dans un instant on va vous donner une information qui va peut-être relancer les choses. Julien Thomas et Philippe Spanghero sont autour de la table. C'est aussi le cas de Rémi Dos Santos. Bonjour Rémi, bonjour Jules Boscherini, Quentin Cabanis en studio à Paris pour vous faire vivre ce deuxième week-end de Coupe du Monde de rugby Samoa-Chili. Où on en est Rémi Dos Santos? 78e minute de jeu ici à Bordeaux entre les Samoa et le Chili. 36-10 pour les Samoans qui ont eu du mal, ont pris leur temps avant de prendre la mesure de ces Chiliens. Il y a le bonus offensif pour les Samoans qui s'en sont sortis, mais ils ont été longtemps menés en première période avant de réussir à faire sauter le verrou chilien. Et il reste désormais 2 minutes 30, les Chiliens qui essayent de mettre un deuxième essai dans ce match. Et effectivement, et ce sera à suivre, même si pour l'instant le score quand même est large et la victoire est acquise pour les Samoans. Avant d'accueillir Gérard Bertrand autour de la table, un petit point information avec Quentin Cabanis sur le journal de la Coupe du Monde. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Quentin Cabanis. Et on démarre avec après une défaite face à nos Bleus en ouverture de la Coupe du Monde, les Blacks qui avaient à cœur de montrer un autre visage hier soir face à la Namibie. Une rencontre que vous avez évidemment vécue sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et logiquement, les All Blacks se sont largement imposés. Score final 71-3 contre la Namibie avec 11 essais marqués par les All Blacks, dont celui-là, le premier de Cam Roigard, le numéro 9. En tout cas, on est toujours à l'intérieur du camp namibien. La passe au pied de Boden Barrett pour son ailier, c'est magnifique, récupéré. Et on est encore à l'intérieur des 22 mètres. Ça joue. Les Namibiens n'ont encore quasiment pas eu le ballon. Et le numéro 11 qui est encore Fanguluko qui retrouve son demi de mêlée. Premier essai inscrit sous les poteaux par Cam Roigard pour sa première titularisation. Et on est parti sur les chapeaux de roue, messieurs. Il va être long ce match. Voilà, vous les avez entendus. Esteban Ragna au commentaire ainsi que Rémi Dos Santos. 11 essais inscrits par les All Blacks dans cette rencontre. Les All Blacks qui se relancent donc dans la poule A. La seule mauvaise nouvelle de la soirée pour les hommes de Ian Foster, c'est le pilier néo-zélandais Ethan de Groot qui est titulaire habituellement au poste de pilier, qui a écopé d'un carton rouge et qui pourrait manquer plusieurs matchs de cette compétition. Autre moment fort mais beaucoup plus triste dans cette rencontre, c'est la blessure du centre namibien Leroux Malan, sorti sur civière. Il a subi une opération réussie après une fracture et une luxation de la cheville droite. C'est son sélectionneur Alistair Kwetse qui a donné des informations et des nouvelles de son joueur. Toujours dans cette Coupe du Monde, des Sud-Africains toujours plus originaux, Alexandre, après le banc à 7 avant en fin de préparation contre la Nouvelle-Zélande, qui avait étonné à Twickenham, l'utilisation de phares colorés lors du premier match de la Coupe du Monde. Et les Springboks innovent encore avec 4 demi de mêlée sur la feuille de match pour la rencontre face aux Roumains dimanche. Il y aura Grant Williams qui va jouer à l'aile, Renat en 9, Hendrixé et Faf de Klerk sur le banc, et Faf de Klerk qui devrait entrer en tant que numéro 10 dans cette rencontre. C'est ce qui nous a été annoncé. Il va être testé en tant que numéro 10, Faf de Klerk. Ça promet quelques jeux au pied dans cette rencontre. En tout cas, aujourd'hui, il y a plusieurs équipes qui font leur entrée dans la compétition.
Les Samoa notamment qui font leur entrée dans la compétition face au Chili en ce moment même. Il reste 30 secondes à jouer. Les Samoa qui mènent 36-10. Les Portugais vont pour leur première rencontre de la journée de la Coupe du Monde même affronter le Pays de Galles à 17h45. Et puis il y aura également une dernière rencontre à 21h. Ce sera les Tonga contre l'Irlande, Alexandre. Et on la suivra évidemment en direct sur Sud Radio ce soir entre 21h et 23h. Jusqu'à 21h, plein d'invités vont se succéder ici à l'Hospitalet Beach dans ce magnifique endroit où on a été magnifiquement accueillis par toute l'équipe de Gérard Bertrand. Bonsoir Gérard, on va dire bonsoir, on a passé 17h. Comment ça va? Très bien, merci. Bonsoir et bienvenue à l'Hospitalet Beach. Franchement, c'est un bienvenu très clair. On a été magnifiquement accueillis ici et on s'est absolument régalé. Gérard, déjà pour le repas pour nous ce midi, mais c'est un superbe endroit que vous avez ici, quasiment les pieds dans l'eau. Oui, tout à fait. Puis vous savez, à l'Hospitalet, l'hospitalité, c'est une deuxième nature. Donc on essaie bien sûr de faire le lien et de promouvoir l'art de vivre des vins du Sud avec notre chef qui est ici. Je dirais qu'il nous prépare des plats magnifiques autour des produits de la Méditerranée. Oui, effectivement, avec ces produits de ces magnifiques produits, c'est vrai que c'est un endroit incontournable, Philippe, ici, l'Hospitalet Beach, et on n'oublie pas évidemment ce qui est aussi à quelques kilomètres. On va en parler dans un instant avec le château. Oui, bien sûr, ça fait partie des endroits incontournables. Et il faut rendre hommage à Gérard Bertrand et à la capacité qu'il a eue par son énergie, sa créativité, à rendre ses lettres de noblesse à un territoire des Corbières qui avait beaucoup à offrir, mais qui manquait de lieux de prestige pour donner à ce territoire toutes ces lettres de noblesse. Je crois que c'est chose faite en grande partie par les lieux de Gérard et par ses vins aussi. Bien sûr. Voilà, qui sont reconnus dans le monde entier. Voilà, ça fait partie des très grands ambassadeurs et c'est pas parce qu'il est là. Mais je sais qu'il fait aussi partie des gens qui tendent la main à beaucoup de gens du rugby qui ont des projets divers et variés. Et donc dans la tradition de la grande famille, la vraie dont il est question et dont on parle beaucoup, Gérard fait figure quand même de personnage important. Voilà. Gérard, c'est aussi un amour du rugby. Alors il y a la gastronomie, mais il y a aussi le rugby pour vous, puisque vous avez été un très bon joueur de rugby à Narbonne, au Stade Français Paris. Comment cet amour du rugby vous a été transmis? Est-ce que vous l'avez découvert ou c'était quelque chose de familial, Gérard Bertrand? Écoutez, vous savez, à Saint-André-de-Roquelong, dans les Corbières, c'était le rugby ou le rugby. Puisque quand j'étais jeune, vous avez choisi le rugby. Voilà, donc on jouait dans la rue tous les jours. C'est comme les Argentins qui jouent au football, nous on joue au rugby. On jetait les cartables et puis de l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans, c'était ça tous les soirs. Donc la technique, on l'a appris dans la rue. Donc quand je suis rentré au Cyclone Narbonnais, j'ai enchaîné 17 saisons, dont 10 en équipe première. Et ça a été vraiment extraordinaire. Et souvent, je dis que le fait de voir jouer Claude Spanghero, Walter Jomazo, François Sangali un dimanche sur deux, c'était un théâtre vivant, c'était extraordinaire. Vous savez qu'à ce moment-là, aux entraînements, il y avait 500 personnes. Parce que aux entraînements? Oui, c'était les meilleurs joueurs du monde, donc ils étaient à Narbonne. Et quand on jouait contre Béziers, c'était l'apothéose. Donc voilà, c'était une rivalité exacerbée. Donc ça m'a nourri pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et le rugby, ça fait partie de l'ADN de ma famille aussi, puisque dans ma famille, mon père, mes oncles, tout le monde a joué au rugby. Donc voilà, c'était une évidence. On était hier dans la partie ouest de l'Aude à Castelnaudary. Là, on est sur la partie maritime de l'Aude. Est-ce que ce sont des rugby différents? Comment ça se passe dans ce même département entre Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne? Est-ce qu'on est sur des clubs amis ou il y a toujours une petite rivalité entre ces deux parties-là de ce département magnifique? Il n'y a qu'à demander au papa à son père, à Philippe, parce que le 8e de finale contre Carcassonne-Narbonne dans les années 80, sur le coup d'envoi, Guy allait mettre un tampon à son frère Claude. Un tampon mémorable, c'était Narbonne à Carcassonne. Narbonne avait gagné d'1 point après prolongation. Ouais. C'était ça aussi la noblesse, c'est que même en famille, on pouvait s'expliquer sur un terrain de rugby. Donc non, il y a toujours eu des rivalités, mais les rivalités, elles sont bonnes. Parce qu'en fait, nos meilleurs ennemis deviennent après nos meilleurs amis. Donc, et c'est ça qui est bien, c'est que, et même dans les petits villages, parce que la famille Spanghero est originaire de Bram, il y avait un diacre qui jouait, qui s'appelait Sacaz,
Et il disait toujours, il vaut mieux donner que recevoir. Donc il envoyait des marmites toute la partie. et le dimanche avant, il avait fait la messe. Donc c'était extraordinaire. Mais ce rugby, c'est lui qui m'a marié. Ah ouais. Voilà. Je comprends mieux du coup l'état d'esprit de Philippe Spanghero. D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent là dans quelques instants. Bah oui. Et puis toi, Julien, quand tu venais ici avec ton étiquette d'Héraultais, c'était pas facile non plus. Ah, c'était pas facile. Puis en plus, il y a eu une période où le Montpellier, c'était carrément le petit club, la division lointaine des Biterrois, des Narbonnais. Quand t'allais à Cassaillet. Et à Cassaillet, bien sûr, le vent faisait toute la différence, il fallait l'apprivoiser, mais je confirme. Tu savais très bien que quand tu sortais du vestiaire, ça allait être chaud et étendu. Mais par contre, il y a quand même un pays de rugby, que ce soit à Castelnaudary-hier, que ce soit le côté narbonnais, il y a quand même cette culture. Et Gérard Bertrand, je pense, représente un peu ces valeurs du travail, par ces domaines et puis la reprise familiale, mais avec cette culture et cette humilité que propose le rugby et donne sa splendide carrière qu'il a pu mener. Ouais, cette carrière, alors d'abord dans le rugby, puis rapidement vous vous retrouvez en fait à travailler dans le vin. Comment ça s'est passé, Gérard Bertrand ? En même temps que votre carrière d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance, je dirais, de jouer quand le rugby était amateur. Donc on a toujours eu un travail. Moi j'ai travaillé déjà 70 heures par semaine. Ah oui. Et donc je jouais le dimanche, on allait dans toute la France, mais oui, on travaillait. Donc c'était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui les joueurs sont meilleurs parce qu'ils sont mieux entraînés, ils sont plus... peut-être qu'ils prennent plus de plaisir sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que nous, on était dans une espèce d'aventure humaine parce qu'on ne gagnait pas d'argent. Je me souviens qu'on était prêt à se tuer à l'entraînement pour monter dans le bus parce que comme on partait qu'à 19 et que les remplaçants n'y rentraient jamais, donc il fallait être sur la feuille de match et être titulaire, c'était quand même mieux. Mais il y avait une aventure formidable. On s'arrêtait, certains anciens le connaissent, on s'arrêtait à Noé, on s'arrêtait à Bolène, et donc le dimanche on rentrait à toutes les heures, mais le lundi matin à 7h on était au boulot. Donc c'était différent, c'était passionnant. Il ne faut pas comparer les deux rugby, mais ce qui ne change pas, c'est les rugbyman. Le rugbyman, c'est le même, c'est-à-dire que cette générosité, ce savoir vivre ensemble, et puis ce qui n'a pas changé non plus, c'est que c'est l'esprit d'équipe qui fait la différence. Donc, et ça, on le retrouve autant aujourd'hui qu'hier. C'est bête. Voilà, on a commencé cette émission avec un magnifique fond sonore. Ce que vous entendez derrière nous, ce sont les vagues de la Méditerranée, parce que c'est vrai qu'elles sont assez agitées. Et c'est un magnifique fond sonore. Et un petit peu de vent aussi. Philippe Spanghero. Je voulais juste rebondir sur les derniers mots de Gérard et sur ces fameuses valeurs du rugby et ce que doit être un rugbyman humainement. Et ce débat qu'on a en ce moment avec le professionnalisme et sa possible perversion du système et des individus même. Et j'ai la faiblesse de croire que le rugby en est quand même préservé par ce qu'il est, par ce qu'il représente. C'est le seul sport de combat collectif, le vrai seul sport de combat collectif, parce que on me rétorque souvent quand je dis ça qu'il y a le hand, qui est un sport de contact, qu'il y a le football américain, mais c'est des sports où tu joues des duels à 1 contre 1. Aucun coéquipier vient t'aider dans la dimension physique. Et cette notion même, et ce qui fait l'essence même de ce jeu, oblige à une forme de sacrifice. Enfin, tu sais que le collectif est plus grand que toi. Et ça, je crois que peu importe l'argent qui arrivera, si tu veux être un grand joueur de rugby et que tu n'as pas apprivoisé cet élément-là, tu ne peux pas y arriver. Oui, et c'est ce qui s'est toujours vérifié dans ces années. On va continuer d'aborder un petit peu votre histoire, votre vie, Gérard Bertrand. On ira jusqu'à cette Légion d'honneur que vous avez reçue officiellement hier lors d'une magnifique réception, nous a-t-on dit. On parlera aussi un petit peu de ce qu'on aime boire et manger, puisque il y aura de quoi dire. Mais justement, quand à 22 ans vous reprenez l'exploitation vinicole, est-ce que vous imaginiez à cet âge-là, alors que vous jouiez au rugby, qu'aujourd'hui vous seriez celui qui a des centaines d'hectares? Non, en fait oui et non, parce qu'en fait il faut toujours rêver plus grand que sa propre imagination. Donc j'ai toujours eu l'ambition de faire quelque chose de ma vie professionnelle. Mon père m'avait toujours mis la barre plus haut, donc
quand il est décédé accidentellement, d'abord j'ai mené... On est en 87. En 87, j'ai mené ma carrière rugbystique en même temps que la reprise du domaine viticole, familial, ça a pris un peu de temps. Et après avoir été de jouer en 94, après une saison au Stade Français, où j'avais appelé Masgosini en lui disant tiens, je monte un bureau à Paris, si tu veux je vais faire une saison chez toi. Alors il m'avait reçu à déjeuner et il m'a dit tu es sûr que tu vas pas revenir à Narbonne? Et donc j'ai dit non, ça va, je monte un bureau à Paris, il y a des jeunes fringants comme Gilles Belzon, Christian Labitte, il faut laisser la place. Et puis moi, ils seront avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, et puis moi j'avais envie d'autre chose parce que j'avais envie de découvrir aussi professionnellement Paris. Et puis voilà, et puis chemin faisant, après je suis allé en Californie, j'ai rencontré Robert Mondavi, j'ai compris ce que c'était que le marketing des vins mondiaux. Et ça a pris du temps parce que les gens disent oui, Gérard Bertrand ça marche bien, mais pendant 25 ans j'ai pas gagné d'argent. Et puis avec l'aide des banques j'ai construit quelque chose, mais il a fallu être persévérant. Et surtout j'ai eu au cœur de révéler les terroirs du Languedoc et du sud de la France, parce que c'est comme le disait Philippe, c'est une région qui mérite ça, parce que je dis souvent que l'Occitanie c'est la Californie de l'Europe. Il y a tout ce qu'il faut pour en faire une région majeure dans le monde, et on est en transition puisqu'on va vers cette destination. Après il y a comme partout des problèmes à régler. Dans tous les cas en viticulture aujourd'hui on a acquis nos lettres de noblesse, on y a participé grandement. Et aujourd'hui, on rivalise avec les meilleurs vins du monde. Ouais, effectivement, et des références absolument exceptionnelles. On a pu en goûter ce midi, et on va en parler justement de cette magnifique carrière menée sur deux fronts. Dans un instant, sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de l'Hospitalet Beach, au nord de Narbonne, dans des magnifiques conditions. Voilà, on est très bien reçus, et on va continuer de parler de rugby jusqu'à 23h sur notre antenne. À tout de suite. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. Sud Radio en direct de l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne avec Julien Thomas, Philippe Spanghero et Gérard Bertrand pour le moment. Très heureux d'être autour de cette table pour vous parler de rugby avec Rémi Dos Santos, avec Jules Bosquirignon en studio à Paris, Quentin Cabanis aux manettes avec Maxime Sénat. On est avec Gérard Bertrand, on est en train de parler justement de ce passage entre le rugby et l'affaire vinicole, avec le travail autour du vignoble. Et je vous cite dans votre autobiographie, le vin à la belle étoile, publié en 2015. Deux défis me tendent les bras en 1987. L'espoir de devenir champion de France et la révélation du potentiel des vins de notre région. Choisir, c'est renoncer. Je décide de mener de front les deux carrières. Et c'est ce que vous avez fait, Gérard Bertrand. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a vécu une aventure humaine fantastique au Racing, puisqu'on avait une très belle équipe. On a gagné 3 fois d'affilée le Challenge du Manoir. On a fait 2 demi-finales qu'on a perdu de peu, mais surtout la première contre Agen. Donc on aurait pu toucher c'est le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir été champion de France avec Narbonne. Mais après on a passé, j'ai tourné la page de ça, mais surtout on a vécu une aventure humaine exceptionnelle. Et dans les vignobles, oui, l'idée c'était de rivaliser avec les meilleurs vins du monde. Et je dirais qu'on a été gâtés depuis quelques années puisqu'on a eu des reconnaissances remarquables. Mais de manière plus importante, on a su patiemment tisser notre toile pour être dans 175 pays aujourd'hui et de promouvoir tous les vins du sud de la France dans le monde. 980 hectares, tous cultivés en biodynamie pour vous, Gérard Bertrand. On a un invité qui arrive sur l'antenne par téléphone. Bonsoir Michel Saran. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On parle de rugby, on parle de gastronomie, de vin. Ce sont des choses que vous appréciez aussi, Michel Saran. Évidemment, chef étoilé que vous êtes, gersois, puis toulousain ensuite. Ah bah oui, forcément. Mais là, vous avez un éminent vigneron reconnu qui a fait un travail extraordinaire. Et voilà, ravi de partager ce moment d'antenne avec lui. Bonsoir Bertrand. Salut, bonsoir, comment ça va? Je sais que tu fais du très bon vin maintenant d'ailleurs. Oui, mais enfin, je ne fais pas le même travail que toi. J'essaie de faire des assemblages, de sélectionner des cépages et puis voilà, je m'amuse. Oui, je sais, mais tu t'amuses bien parce qu'on a eu le plaisir de partager un moment là, il y a quelques temps ensemble avec Gilles Goujon aussi. Et les chefs, ils sont talentueux parce que comme ils font des assemblages toute la journée, faire des assemblages de vin, c'est presque naturel chez vous.
Oui, ben c'est sûr qu'on travaille avec les saveurs, on essaie en tout cas, moi j'ai essayé de faire des vins qui correspondent un peu à ce que j'aime et voilà, je suis assez content. Bon, c'est pas mon activité principale quand même, le rugby non plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est des domaines que j'apprécie énormément. Alors on m'a dit, Michel Saran, que vous êtes gersois, de Nogaro, mais que le rugby, vous l'avez surtout découvert à Toulouse. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Michel ? Oui, alors moi je suis d'un petit village, c'est pas Nogaro, ça parle davantage pour les vignerons. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Saint-Martin d'Armagnac, donc je suis en plein bas d'Armagnac. Et il se trouve que dans ma famille, personne ne jouait au rugby. Le seul rendez-vous qu'on avait avec le rugby, c'était le tournoi des 5 nations avec Roger Coudert au commentaire. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert le rugby, mais je connaissais pas grand-chose, je ne comprenais pas grand-chose non plus. Et lorsque je suis arrivé à Toulouse, que j'ai ouvert mon restaurant il y a 28 ans, j'ai été invité un jour à un match et c'était de mémoire, c'était un Toulouse-Perpignan, Stade Toulousain-Perpignan. J'avoue que j'ai pas compris grand-chose et je suis revenu chez mon restaurant et j'avais un mail, même pas un mail, un fax de Bernard Loiseau qui m'annonçait ma promotion au guide Michelin. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer des joueurs, Califano, j'ai eu aussi Thomas Castagnède et d'autres. Et puis j'ai rencontré Didier Lacroix qui m'a amené avec lui, qui m'a éduqué, qui m'a expliqué un petit peu le rugby. Et j'avoue que maintenant, je suis devenu complètement dingo parce que je peux regarder le week-end, je peux regarder tous les matchs du top 14. Là, je viens de me faire faut les écouter aussi, Michel, sur Sud Radio. Attention, il faut les écouter aussi. Oui, il faut les écouter. Mais bon, j'aime bien les images quand même. J'aime bien voir. Et puis j'essaie surtout d'assister à tous les matchs du Stade Toulousain à domicile, parce qu'on a la chance à Toulouse d'avoir une belle équipe. Et voilà, donc c'est du bonheur. C'est du bonheur. Du bonheur. Justement, on va parler dans quelques instants avec vous, Michel Saran, et avec vous, Gérard Bertrand, de vos distinctions, parce qu'il y en a beaucoup, et il y en a une très récente pour vous, Gérard Bertrand. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Prial. La radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de l'Hospitalet Beach, au nord de Narbonne, dans un magnifique endroit, avec une magnifique vue sur la mer Méditerranée, avec Julien Thomas, Philippe Spanghero, Gérard Bertrand et Michel Saran. On est en train de parler gastronomie et rugby, et on a reçu un magnifique livre qu'on vous conseille, hein, vraiment nettement, et d'ailleurs qu'on offrira tout à l'heure à quelqu'un, à l'Hospitalet Beach. C'est La Grande Mêlée cuisine et rugby aux éditions Solar. C'est Gilles Navarro et Guy Savoie. Voilà, faut faire attention, ça devient la grande librairie, notre émission. C'est vrai qu'on est très libre en ce moment. Entre la promo du livre de Daniel, la nôtre, voilà, ça. On parle livre autant que rugby. Il va falloir que j'apprenne à lire un jour. Faut apprendre à lire. Alors à Toulouse, on était chez Patrick Soula, qui est dans ce livre, qui présente son Tommy's Burger, qu'on a dégusté, hein, qui était effectivement très très bon. Il en a même pris deux, Philippe Spanghero, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et puis en tournant les pages, on arrive, Gérard Bertrand, page 55, sur la ratatouille de l'Hospitalet. Cette ratatouille, et vous le dites avec un peu de malice, c'est le seul plat que j'ai fait. Oui, en fait c'est le seul plat que j'aime faire, ça m'arrive souvent parce qu'en fait j'adore manger des légumes et on a une ferme en biodynamie au château Céléran. Et donc pour avoir une bonne ratatouille, d'abord il faut avoir des bons produits. Et après je me suis fait gronder par Gilles Goujon, mon copain, parce qu'il m'a dit il ne faut pas tout mettre en même temps. J'ai dit écoute, au moins. Voilà. Donc, Michel Saran confirme. Voilà, Michel Saran confirme. Donc, j'ai un peu évolué. Donc, maintenant, je mets les oignons et puis la tomate avant. Et après, je mets à part les courgettes et puis les aubergines. Et puis, je mets tout ça après à cuire à petit feu. Mais non, je me régale. Et puis, je mets surtout des œufs dessus à la fin. Parce que ça, c'est comme ça que c'est le meilleur. Magnifique. Voilà, donc oui, j'aime cuisiner, mais ça m'arrive pas souvent.
Mais c'est vraiment très agréable de se prendre pour Michel Sarran un jour par mois, c'est sympa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à niveau de difficulté, c'est 1 sur 3, donc je vais le prendre amateur. Il écrit amateur. Pour épater la galerie un peu. Michel Sarran. Si je comprends bien, c'est Michel Sarran qui se prend viticulteur comme Gérard Bertrand. Oui, parce que chacun inverse. Comme les chefs maintenant font du vin, donc les vignerons commencent à faire de la cuisine, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Ça s'appelle la mêlée relevée, ça. Eh oui. Ouais. La Cassaillé, ils en connaissent, c'est les relevés. Michel Sarran, quand on pense comme ça, tiens, à un plat après un match de rugby ou après un match de rugby où on a joué, où on a vu peut-être en tant que spectateur, on pense à quoi, Michel Sarran, le plat entre amis après un match de rugby? Alors c'est pas la même chose si on a joué ou si on a regardé. Si on a joué, on a besoin de calories un petit peu, on a besoin. Bien sûr, moi j'aurais envie de dire un bon cassoulet. Hein. C'est de Castelnaudary ou de Toulouse? Attention, Michel Sarran, il y a Philippe Spanghero à ma droite. Alors je dirais un bon Attention cassoulet. Michel, parce que je peux donner ton numéro de portable à l'antenne si tu n'as pas la bonne réponse. Pour te faire harceler. J'ai dit un bon cassoulet. Moi, peu m'importe qui viennent de Castelnaudary, de Carcassonne ou de Toulouse, parce qu'il y en a des bons et il y en a des mauvais dans ces 3 zones. Donc un bon cassoulet qu'on partagera avec plaisir, avec des copains, avec les copains avec lesquels on a transpiré sur la pelouse ou même avec des copains avec lesquels on a regardé le match. Je trouve que c'est vraiment un plat qui inspire ça, cette convivialité et ce partage. Oui, un bon cassoulet, est-ce qu'on est d'accord? Les valeurs nutritives du cassoulet, on les connaît? Nous, le cassoulet, Gilles Belzon qui est pas loin et il le sait, tous les dimanches, quand on allait jouer dans l'Ouest, on s'arrêtait ou à Villefranche de l'Auragais, ou à Carcassonne, ou à Castelnaudary. Et en fait, un jour, Jean-Claude Rodriguez, il m'a donné la recette. Il m'a dit Castelnaudary le père, Carcassonne le fils, Toulouse le Saint-Esprit. Voilà, comme ça tout le monde est content. Mais il a raison. En fait, moi j'ai appris un truc avec le cassoulet, Michel, c'est que il y a ceux qui mettent de la tomate et ceux qui en mettent pas. Et ça, c'est un peu comme les protestants et les catholiques, c'est pas la même chose. C'est sûr, mais dans un plat, pour changer la coloration d'un plat, il faut pas beaucoup de choses. Certains mettent de l'agneau, certains mettent donc de la tomate. La provenance des haricots n'est pas la même en fonction des 3 localités dont vous avez parlé. Bon, après, on va aller vers ce qu'on aime. Moi, personnellement, je mets pas de tomate parce que l'acidité que ça apporte, elle me plaît pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que le confit de canard avec la saucisse de Toulouse, avec la saucisse de Coine, enfin, bon, voilà les incontournables pour faire un cassoulet, ça me suffit. Mais bon, après, à chacun, certains. Vous êtes quand même spécialiste puisque vous avez été jury dans le championnat du monde de cassoulet, donc. Le concours du meilleur cassoulet du monde de Toulouse. Et oui. C'est déjà tout un programme. Hein. c'est déjà toute une nuance quand même. Voilà, un clin d'œil à mes amis les Chevaliers du Fiel, parce que c'est eux qui ont été à l'initiative de ce concours et qui finalement prend de l'ampleur. Et là, nous allons aller en début d'année à Tokyo pour faire une épreuve à Tokyo. Chez André Pachon. André Pachon qui est l'ambassadeur du cassoulet à Tokyo. Exactement, avec André Pachon. Ah bah voilà, ça promet pour le cassoulet. En tout cas, on a fait la route entre Castelnaudary et Narbonne. On a vu quelques petites maisons de cassoulet. Et puis même dans le magnifique hôtel à Castelnaudary chez Guy Spanghero, Philippe, j'étais tenté tout à l'heure de prendre un 4 personnes, pour te dire. Mais écoute, t'as bien fait de pas le faire parce que t'as un marathon d'antenne qui t'attend. et honnêtement, la fin de journée aurait été particulièrement difficile. Un peu plus pénible. Et oui, ça aurait été particulièrement difficile. Ce livre qu'on peut vous montrer, La Grande Mêlée Cuisine et Rugby, on l'offrira tout à l'heure à l'antenne à un auditeur qui est présent dans cette salle de l'Hospitalet Beach. Quels sont les
prochains objectifs, Gérard Bertrand? Je ne sais pas si vous fixez des objectifs de vie, de carrière, mais là désormais vous êtes quand même meilleur vigneron du monde. Vous avez été élu, vous venez de recevoir hier votre Légion d'honneur. C'est président bientôt de la République? Pas encore, non. Pas encore, non. C'est pas dans mes objectifs. Puis écoutez, il y a des très bons politiques en France. Faut les laisser faire leur travail. Non, écoutez, les objectifs, on en a toujours. Déjà, vous savez, le premier objectif là, le plus pressé, là, c'est de faire des très bonnes vendanges, puisqu'on on démarre et on en a encore pour 6 semaines. Donc ça, c'est quand même la période la plus excitante de l'année. C'est le coup de feu, comme on dit en cuisine. Michel, c'est pareil pour nous, sauf que ça dure 7 à 8 semaines. Donc, et ensuite, c'est de continuer à délivrer franchement une expérience pour nos clients et de vraiment de révéler le goût du terroir. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on est en biodynamie, c'est pour ça qu'on utilise plus d'intrants chimiques depuis plus de 20 ans, pour vraiment révéler le goût du terroir et, comme on dit, le goût de quelque part. Et sur nos différents vignobles, on n'a aucun vin qui se ressemble. Et ça aussi, c'est important, la diversité. Comment vous faites? La diversité des terroirs. Comment vous faites pour avoir tous ces vins très différents chacun? Écoutez, on est à l'écoute des terroirs. Mes équipes et moi, on fait le tour. Par exemple, là, on fait 15 km par jour à goûter des raisins. Et puis, l'art des vendanges, c'est de se presser lentement. Voilà, c'est-à-dire que mes équipes font le planning, moi je le change. Et donc, c'est ça un peu. Donc, on joue au chat et à la souris. À la fin, on se met d'accord, hein, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des années faciles. Moi, j'en ai connu 2 dans ma vie, 2011 et 2022, où tous les jours, on se dit, bon, c'est formidable, on va y aller, on n'y va pas. Mais chaque année, sinon, c'est un combat. Et c'est toujours parce qu'on prend des risques qu'on arrive à faire le meilleur jus possible et le meilleur vin possible. Dans un instant, on va parler du Racing. On va parler de Narbonne avec des socios de Narbonne. Narbonne 2e du championnat national, derrière Carcassonne. C'est quand même pour l'instant l'Aude en tête du championnat national, Gérard, quand même. Oui, d'ailleurs on a dit que c'était le championnat de l'Aude, comme ça sera plus facile. Oui, voilà, comme ça sera réglé. Oui, écoutez, sous la présidence de Xavier Marco, avec Pierre Lavigne, avec tous les nouveaux dirigeants, et on est dans une espèce de continuité à Narbonne, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que depuis 115 ans à Narbonne, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est un club qui se fédère, les gens passent, mais l'esprit du Racing reste. Là, on a des objectifs importants, c'est-à-dire d'abord, c'est de faire une très bonne saison, et puis à terme, dans un délai qu'on ne maîtrisera pas, c'est d'essayer de remonter en Pro D2, parce que le club le mérite. Mais pour remonter, il faut structurer, parce que ça, c'est le plus important. Et Narbonne, c'est une ville de rugby. Ce soir contre Nice, il va y avoir au minimum 5 ou 6 000 personnes. Au Parc des Sports et de l'Amitié. Au Parc des Sports et de l'Amitié. C'est pour ça qu'on peut mettre des baffes, parce que quand c'est le Parc des Sports et de l'Amitié, c'est plus facile. Oui, on a vu quelques petites baffes d'ailleurs dans ce parc. Il y en a un peu moins maintenant, mais c'est mieux d'ailleurs. Mais non, Narbonne, c'est un club qui a des racines solides. Il n'y a qu'à voir chez Gilles Benzon au Hall de Narbonne le dimanche matin pour refaire le match. En fait, il y a facilement 500 à 1000 personnes tous les dimanches dans les halles, et c'est vraiment formidable de voir cet engouement pour le club. Alors bien sûr qu'on aimerait retrouver le prestige qu'on avait avant, mais le plus important c'est ailleurs. Le plus important c'est de retrouver un état d'esprit, et c'est surtout de garder cet engouement populaire. Ça, c'est le plus important à Narbonne. Un engouement populaire, effectivement, très important. Philippe, vous voulez réagir avant de remercier Michel Saron et Gérard Bertrand? Non, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure en parlant du Racing d'aujourd'hui, de ce défi qu'est ce championnat de national, qui est un championnat qui est devenu très relevé et exigeant. Et oui. Donc on aura l'occasion d'en reparler. J'en profite pour saluer Michel. Michel, on a le Stade Toulousain qui est du côté des États-Unis pour affronter l'équipe, la sélection américaine. Quand ils vont revenir des États-Unis, il va falloir les accueillir au restaurant Michel Saron au boulevard Armand du Portal, là, parce que à Salt Lake City, a priori, on mange pas du cassoulet. Si je me trompe pas, je crois, Michel. C'est sûr, mais bon, quand ils vont revenir, je pense qu'ils vont avoir un programme intense. Ils vont faire attention à leur alimentation, mais je prévois quelque chose quand même pour le stade. Alors peut-être pas pour tout le stade, mais en tout cas pour les internationaux du stade toulousain. J'ai envie de
leur témoigner ma reconnaissance à ma façon. Ah bah dites-nous en plus, Michel. Non, parce que j'attends de voir. Ils nous font tellement rêver que je voudrais les remercier pour tout ça et les inviter tous avec leurs compagnes à venir passer un moment de détente où je me ferai un plaisir d'essayer de les satisfaire à ma table. Il y aura forcément des très très belles choses à table. On pense notamment au rouget de Méditerranée ou à l'agneau de l'Aveyron, réputé dans votre restaurant. Merci beaucoup Michel Saran. Avec plaisir. Et vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Merci Gérard Bertrand. Merci de nous accueillir dans ce magnifique endroit à l'Hospitalet Beach, au nord de Narbonne. C'est juste somptueux. Et on a les pieds dans l'eau et on fait une émission de radio comme on n'a probablement jamais fait dans notre vie. Donc c'est inédit pour nous et c'est superbe. Donc merci beaucoup. Et on va continuer de parler Narbonne dans un instant sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. En direct de l'Hospitalet Beach avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, et avec vous auditeurs 0826 300 300 sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. Il y a Portugal, Pays de Galles qui va commencer dans un instant. Rémi Dos Santos va suivre cette rencontre, mais on reste très bien RCN, le Racing à Narbonne évidemment, puisque c'est l'identité de cette partie de l'Aude, de ce rugby, et on va en parler justement avec Monsieur Marty, Denis Marty, c'est ça, Didier Marty, pardon, de la remontada, les socios. Vous pouvez prendre le micro. La remontada. Le club préféré d'Alexandre. Alors, je vais vous le dire, Didier, ce mot-là, normalement, il est interdit sur cette antenne. Mais on va l'accepter aujourd'hui. Mais c'est ce que vous a bien dit Gérard tout à l'heure. En fait. Oui. Il vous a parlé de l'évolution du club, du projet de remonter en Pro D2. Donc, c'est une remontada. Ah oui. Il y a même l'accent. Je vais vous dire, je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc ce mot-là me scie le cœur. Mais bon, on va. Je le sors tout le temps. Ah oui. Ça me régale. Je soupçonne Philippe Spanghero d'avoir concocté cette histoire-là avec la chemise exprès pour moi. Mais bon, après on va dire que je suis paranoïaque. Bonsoir aussi Gilles Belzon. Bonsoir. Figure de Narbonne, du rugby audois. Voilà, on va parler un petit peu justement du Racing et on va parler aussi un petit peu de l'équipe de France. On va revenir un petit peu sur ce qu'il y a eu et ce reflet entre le France-Uruguay 27-12 et puis hier la Nouvelle-Zélande qui a étrillé la Namibie de plus de 70 points. Pourquoi les Bleus n'ont pas réussi à faire le match de ces Néo-Zélandais? On va en parler dans un instant, mais d'abord parlons de Narbonne. Narbonne est deuxième actuellement du championnat national, 13 points. Avec une journée de retard. Avec une journée de retard, effectivement. Un match de moins que Carcassonne, puisque Carcassonne a battu Massy. C'était hier, 22-9, belle victoire des Carcassonnais. Aujourd'hui, eh bien, c'est à 19h, c'est au Parc des Sports et de l'Amitié. Narbonne reçoit Nice. C'est le début de la remontada. Qu'est-ce que vous espérez ce soir face à Nice? Écoutez, on sait que c'est une grosse équipe qui fait un très bon début de championnat. Mais bon, on joue à Narbonne, il faut gagner, c'est tout, quoi. On a un groupe qui se bat, qui, je crois, se comprend bien, se fédère très bien aussi. Je dirais que la mayonnaise a pris en général en peu de temps. On fait face aussi à des blessures de joueurs recrutés importants. Je ne vais pas les citer maintenant. Mais pourquoi pas Oui, Charles Mallet, surtout en première ligne. Important, le troisième ligne qui vient d'Aix-en-Provence. Tout à fait. Esteriola qui est narbonnais, qui a été formé à Narbonne, qui est président d'ailleurs d'un petit club proche de Narbonne, champion de France cette année, et que Gérard Bertrand connaît très bien aussi. Et puis voilà, et donc si vous voulez, il faut faire face à tout cela, mais aujourd'hui on n'a plus 15 joueurs, on a un groupe. Voilà, et la force, elle sera là, je crois. Gilles. Oui. On parle de la force du groupe narbonnais malgré les blessures d'Esteriola, de Charles Mallet, faire face à Nice ce soir, qui est une belle équipe de ce championnat. C'est une belle équipe et puis il y a un petit passé, on va dire, entre Narbonne et Nice, puisque quand on avait repris la présidence avec mes copains en Fédéral Lune, déjà il y avait une grosse rivalité entre Nice et Narbonne où les deux confrontations s'étaient pas très bien passées. Après on s'était retrouvé en national où il y avait eu un match aller et un match retour vraiment houleux. Malheureusement
malheureusement un drame où un joueur de Nice s'était retrouvé tétraplégique, donc ça avait été un Anglais, un second de ligne anglais dont j'ai oublié le nom, mais qui aujourd'hui il se bagarre parce qu'il est tout seul, parce qu'il il a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes, donc ça avait été compliqué pour les joueurs et pour l'ensemble des deux clubs. Et la coïncidence a voulu qu'au tirage au sort 15 jours après, Narbonne aille faire le match de la montée en Pro D2 justement à Nice, et Narbonne l'avait emporté 12-9 à la 75e minute. Donc depuis 3 ans, les Narbonne-Nice, il y a quand même un petit peu de virilité, d'enjeu et de pression. Donc ce soir c'est un beau rendez-vous, puisque même si on a une journée de retard, on est second et Nice est troisième. Donc gros match en perspective à venir ce soir au Parc des Sports de l'Amitié. Ouais, très gros match. Philippe, ça te donne envie de rechausser les crampons un petit peu ou pas? Honnêtement, ouais, c'est vrai que c'est particulier de venir ici pour moi, parce que tu apportes ce maillot. Oui, c'est à la fois un bon souvenir, parce que c'est le club qui m'a permis de comprendre que j'étais pas un grand joueur. Donc, on ira un petit peu plus loin avec Christian Labitte aussi, parce qu'il y a eu un passage à Carcassonne qui apparemment... À Carcassonne c'est bien passé, très bien passé. Là t'étais encore un grand joueur. Mais c'est Christian j'y suis allé après Narbonne, mais c'était Bébel, le manager de Narbonne, l'année où je suis arrivé. Il était comment lui? Est-ce qu'il était aussi, il était un peu en dilettante ou pas? Mais sur le sujet, non. Je pense que quand on voit le film de notre fils, de notre ami, Philippe Guillard, le fils à Jo, c'est vrai qu'après ce film, si tu le prends vraiment au plus profond de ton âme, ça retrace un petit peu ça. Moi, j'ai eu des difficultés parce que j'étais aussi le fils de André Belzon, grand joueur des années 70, et la carapace, elle était un petit peu lourde, et pour Philippe, elle était x4. Parce que quand tu t'appelles Spanghero, c'est vrai que c'est dur d'enlever cette cuirasse. Je me souviens le jour de la rentrée, quand je suis arrivé, j'avais pas réalisé que le vestiaire était au nom de mon grand-père, la salle de muscu au nom de mon oncle. De son oncle. Donc, il y avait du Spanghero le poids de l'histoire sur les épaules. C'était pas ça. Tout ça pour dire que de ma famille avec ce club, et honnêtement ce qu'ils font aujourd'hui c'est beau. Il y a des jeunes joueurs, beaucoup de joueurs issus de la formation narbonnaise, qui est un grand club formateur. Et dans les blessés, il y a aussi le fils de Gilles, Paul, qui était un élément majeur. On a eu le plaisir de commenter longtemps au SA15 sur Sud Radio. Oui, qui était au SA15 quand Narbonne était descendu. Là, il est revenu parce qu'il est papa depuis maintenant 2 ans. Et puis, il avait envie un petit peu de retrouver sa famille, son club. Et lui aussi, il est animé par une envie, tout simplement, d'essayer de remonter le club, comme Gérard tout à l'heure, Bertrand le disait, en Pro D2. Et oui, c'est une magnifique histoire. Et c'est un club qui a toujours su fédérer des bénévoles, qui mène des initiatives. C'est un club qui s'appuie sur un réseau de bénévoles sociaux, qui est très important. Oui, comment ce club, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs présidences ces dernières années. Comment aujourd'hui est structuré le RCN, et quel impact ont les supporters, Didier? Oui, alors. Je crois qu'il a été quand même un peu délicat, pas difficile, puisque nous nous employons à fond vraiment depuis plusieurs mois maintenant, de prendre la relève du président Gérard Sutra, qui a créé les Socios il y a plus de 10 ans. Il était parti, je crois, dans l'idée il avait pompé un petit peu l'idée des Socios du foot du Barça. Ah, ça fait beaucoup pour moi aujourd'hui. C'est parti de là. Ça fait trop bon. Avec quelques amis, ils ont créé les Socios à Narbonne. Il faut savoir que des Socios en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, je sais, à Bourg-en-Bresse, il y en a à Bayonne, il y en a à Narbonne, il y en a au Stade Français, je crois aussi. Mais à Narbonne, c'est important. Le seul, si vous voulez, notre tâche aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut partager, qu'il faut, mélanger notre passion pour l'amour du club. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de supporters à Narbonne. C'est pas que la ville de Narbonne, c'est la Narbonnaise avec des villages autour et tout. Donc il faut fédérer tout cela. Les Corbières. Et voilà, c'est ça. Et je crois que les gens, on montre l'exemple pour qu'ils nous suivent en fait, et qu'ils adhèrent au club. Et ce sera notre force, les Socios du Racine. Nous sommes là pour aider le club, l'école de rugby, les jeunes. Nous venons de faire une tombola nous allons remettre le chèque très prochainement pour une modique somme de 6 200 €. Mais c'est quand même déjà très très bien. Voilà, c'est sympa. Et puis nous sommes dans l'événementiel, on veut tout faire pour faire bouger. La gastronomie aussi, il paraît. Oui, mais tout. on m'a dit que vous aimiez bien les fruits de mer. Et les fruits de mer, j'étais spécialiste des anguilles au restaurant à Bage, au Portanel, où je faisais un menu. Aujourd'hui, c'est difficile parce que c'était un menu dégustation avec 10 recettes et il y avait 10 verres de vin.
Alors souvent, les gens appréciaient, donc ils partaient l'après-midi avec 15 verres de vin. Si on contrôle aujourd'hui 15 verres de vin, ça fait mal, quoi. Ah bah ouais, voilà. oui. Là, il y a hors-jeu, donc on peut plus faire ce menu. Il y a carton rouge là. Non, il y a carton rouge, effectivement. Parlons un petit peu de l'équipe de France quand même et de cette victoire qui a presque, alors je dirais pas dire des accents de défaite, bien évidemment. C'est une victoire non bonifiée des Bleus, 27-12. On en parle, tiens, avec avec une auditrice, avec Céline de Toulouse. Bonsoir, oui, Céline. Bonjour. Bonsoir, je sais pas. Oui, bonsoir. Ah bon, on peut, comme vous voulez, Céline. Bonjour, bonsoir, c'est comme vous voulez. Céline, supportrice du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Comment vous vivez ce week-end de Coupe du Monde? Alors, il a mal commencé là, mais je pense que ce soir, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, pourquoi? Parce que... Pour quelle raison ça va aller mieux? Il suffit d'aller au bon endroit, d'être avec les bonnes personnes. Nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. Oui, voilà, merci. J'aimerais bien être à côté de vous. Si vous saviez la galère. Ah bah moi, venez. Je peux pas. On est jusqu'à 23h. Je peux pas, j'ai piscine. Venez, il y a des beaux gosses là. Il y a Gérard Bertrand, Christian Labitte. Oui. Ça fait partie des mecs qui portent bien le poivre et sel, là, je vous le dis. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils sont? Et les pelouses et les castagnettes, ils sont où? Et Yannick Bru, et on en parle. Non, là, il y a que Christian Labitte et Gérard Bertrand. Là, vous parlez avec Félix Panguero, Céline, actuellement. Panguero, il fait de la charcuterie aussi, non, je crois. Ah non, c'est pas ça. Je m'en trompé. Bon, Céline, du coup, vous dites le week-end il a mal commencé pour l'équipe de France, c'était jeudi soir, mais c'est vrai qu'on peut parler de week-end rugby. Vous avez été déçu par les Bleus, Céline, non? J'ai pas regardé le match, j'avais parié quand même. Sur le match d'ouverture, j'ai parié qui gagnerait. Bon, en plus, je m'étais mis en mode Miss 15 de France. Il y en a qui ont les photos, moi je les ai pas. Et par contre, j'ai misé 100 balles, c'est la première fois que je faisais un pari sportif. Et j'ai gagné, la cote elle était pas grosse, voilà, parce que... Mais bon, 95 €, ça m'a payé le resto, voilà. Ah bah oui, bravo. Et alors là, j'avais joué 20 balles parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait mettre une application, mais c'est trop compliqué, j'ai plus de place sur le téléphone. Du coup, ceci n'est pas sponsorisé, j'ai joué 20 balles sur la Libye parce que je me suis dit quand même ils pourraient les laisser gagner. C'est bon, ils ont éliminé. Non, la Libye ne joue pas. La Namibie. La Namibie, voilà. La Libye ne s'est pas qualifiée au dernier moment. C'est à côté de là où il y a eu les inondations, vous savez. Donc je me suis dit bon, peut-être ils ont une prime de match pour au moins acheter des petits bateaux pour aller chercher les gens qui sont isolés. Merci Céline. En tout cas, on félicite Manu au standard parce que c'est un magnifique travail ça. 17h57. Merci d'avoir été avec nous. On parle rugby ensemble sur Sud Radio en direct de l'Hospitalet Beach et on se marre. On se marre. Merci Didier d'avoir été avec nous. Belle saison au RCN. Gilles, on reste un peu avec vous. Merci beaucoup. On s'accroche. Vous savez que parmi nous avons le papa de Philippe. Ah bah oui. Socios à part entière. Ah bah oui. Et oui. Ah bah ils sont partout. Ils sont partout les Spanguero, c'est fou quand même ça. Quelle mafia. Non. Vous savez, hier soir lors de la réception, la réception de la tombola que nous avons fait à Narbonne. Tout à fait. Au stade de Cassaillet, qui est notre stade fétiche. Alors on va en parler dans un instant. J'ai expliqué un peu aux enfants qu'il restait encore quelques traces de crampons sur le pré de Cassaillet qui appartenait à Walter Spanguero. Ah oui, ils y ont cru. Voilà. Et beaucoup plus sur les fronts. Alors on a fait un concours de tir au but à midi au stade Cassaillet. Julien Thomas, Maxime Sénat et moi-même. Le résultat dans un instant sur Sud Radio. Personne ne le sait à la radio, tout le monde attend le résultat. On va vous le donner. A tout de suite sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Alexandre Priane. Sud Radio Rugby en direct de l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne avec une magnifique table et du public. On est très heureux d'être avec vous sur Sud Radio au cœur de cette Coupe du Monde de rugby. Cette Coupe du Monde de rugby qu'on vit avec Rémi Dos Santos. Un tout petit point sur le score entre le Pays de Galles et le Portugal, Rémi. 17 minutes de jeu à Nice, 7-0 en faveur du Pays de Galles face au Portugal. Un essai de Luis Riz-Zamit, un essai contre le cours du jeu parce que depuis le début de ce match, ce sont les Portugais qui tiennent le ballon et qui dominent mais qui n'arrivent pas à franchir la ligne défensive galloise. Ouais, très bon début de match de la part du Portugal. Donc dans cette Coupe du Monde, 17e minute de jeu, 7-0 pour le Pays de Galles. Autour de la table, on est toujours avec Gilles Belzon, on est aussi avec Philippe Spanguero. Nous rejoint Christian Labitte. Bonsoir Christian. Bonsoir. Comment ça va ?
Super. On est bien ici. Hein. Ouais, on est pas mal. Ouais. On est vraiment pas mal du tout. On est effectivement très bien. On est aussi avec Eric Dalat du groupe Perrault. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Le groupe Perrault, partenaire de cet événement aujourd'hui. Tout à fait. Grand partenaire de rugby, le groupe automobile Perrault. Tout à fait. Le groupe automobile Perrault participe donc et fait du partenariat sur quasiment tous ses sites. On intervient sur du 13, du 15, du 7. Voilà. Donc pour ma part, moi je dirige Narbonne et Lézignan, donc effectivement le Racing, l'Aviron Crusané, Sporting Le 4, le Feuceleux aussi à Lézignan, où Christian a un petit peu débuté parce que je le connais depuis longtemps. J'avais vendu sa première voiture, je crois. Une Golf cabriolet. Ouais, ça remonte à quelques années, voilà. Golf cabriolet, Christian. Oui, blanche. Et oui, blanche. C'était la première. Ouais, c'était la première. Voilà. Donc on est sur aujourd'hui sur le territoire de Narbonne. Voilà, donc on a une concession qui comprend 84 salariés, 14 sur Lézignan. Donc voilà, 2500 véhicules vendus entre le véhicule neuf et d'occasion. Donc on est tous les jours un petit peu comme dans le sport, hein, et la cuisine, puisque ce sont les mêmes métiers, quoi. Bien sûr, ah bah oui. On veut dépasser nos objectifs. J'ai bien aimé la thématique tout à l'heure sur la cuisine et le rugby, c'était plutôt sympa. Ouais. Ah bah on est amis. Et le cassoulet. Et le cassoulet, et le cassoulet effectivement. Merci beaucoup Eric, voilà pour cet événement, pour ce qu'apporte le groupe Perrault au rugby d'Occitanie et partenaire de cet événement. Merci beaucoup Eric. Et vive Narbonne, notamment. Vous serez au Parc des Sports de l'Amitié tout à l'heure ou pas? On va y passer. Voilà. Et oui, c'est important effectivement face à Nice. Nous rejoint donc, je le disais, Christian Labitte, Philippe Spanghero aussi juste à côté. Bon, il y a une histoire entre vous deux. Il y en a même plusieurs, il paraît. Ouais, c'est une histoire. J'ai juste été son coach, donc. Il était aussi insupportable qu'aujourd'hui? Non, il était plus discret quand il jouait. Il avait besoin de concentration. Mais Philippe, c'était un joueur que j'ai récupéré à Carcassonne. Le micro, Christian, plus proche. Merci. Philippe est venu jouer à Carcassonne et j'ai eu l'honneur de l'entraîner et ça a été un vrai plaisir parce que humainement, au-delà de ses qualités de joueur, humainement, forcément, c'était un garçon charmant. On a quand même deux anciens coachs là de Philippe Spanghero. J'ai un petit peu l'impression qu'on est en plein conseil de classe de Philippe Spanghero. Philippe, il paraît que donc tu étais un très bon joueur à Carcassonne, à Narbonne aussi, mais il y a des magnifiques histoires. J'imagine des anecdotes complètement folles. J'en ai entendu quelques-unes. Philippe, je ne sais pas si on peut tout raconter. Non, on va pas tout raconter, mais Christian, en fait, c'est un grand coach parce qu'il avait la capacité à mettre beaucoup d'humains, à savoir mettre la limite qu'il fallait avec ses joueurs, mais à tout rendre sympa, quoi. Et moi, j'ai un grand souvenir, puisque du coup, quand à Narbonne, ça n'a pas fonctionné, que j'ai fini le rugby de haut niveau à Carca avec Christian, on est plusieurs Narbonnais à être partis en même temps. Et ça a été une grande saison. On perd le match de la montée en Pro D2 contre Provence. Ça a souri l'année d'après à Carca avec cette longue période en Pro D2. Mais je me souviens d'un match qui était important pour nous à Groyer. Alors là, accrochez-vous, parce que j'ai connais cette histoire. Ça, c'était Christian. C'est-à-dire qu'il nous avait mis beaucoup de pression. Groyer avait une grosse équipe. On montait, nous, de Fédéral 2, donc on n'était pas sur le papier l'ogre. Et donc, il y avait de grands joueurs dans l'équipe, Franck Tourner, Guy Janard. Et Christian part sur un discours de vestiaire d'avant-match contre Groyer. Et il est vraiment dans le truc et il nous dit les gars, aujourd'hui je vous sens pas, ça va être dur. Ça va être terrible. Moi je vous le dis. Aujourd'hui les gars, ouvrez l'œil. Et puis au moment où il dit ça, il se retrouve face à Guy Janard. Et il lui dit toi t'es pas emmerdé, t'en as qu'un. Parce qu'il avait un œil de verre. De rentrer sur le terrain, donc il nous a tué le. Parce qu'il avait un œil de verre, c'est ça. Il nous a tué le truc. Bon, on a perdu à Groyer. Mais voilà, c'était Christian on-off quoi. Voilà. Donc je me souviens de cette anecdote et je revois la scène et en fait il a compris qu'il avait la connerie à raconter et c'était plus fort que lui quoi. Non mais comment c'est possible ça, Christian? Mais c'était encore le bon niveau quoi. Je crois qu'on a pris beaucoup de plaisir parce que c'était encore le niveau amateur. On avait la volonté de vouloir faire des choses, parce qu'on était ambitieux. On avait beaucoup de joueurs de qualité. On était ambitieux, mais on avait quand même encore cette part de connerie en nous et c'est ce qui fonctionnait. Je crois que c'est ce qui nous donnait du plaisir à vouloir revenir le week-end, revenir les entraînements. Parce que c'est pas facile, tous les jours.
Et là, avec ce groupe-là, forcément, c'était plus simple. Donc oui, il fallait un peu d'humour et on en avait pas mal. Mais pas que moi, hein, c'était assez généralisé. Juste pour finir sur l'anecdote quand même, il y avait Franck Tourner qui était très comique de répétition. Et en fait, toujours Guy Janard arrivait toujours à la douche avec sa brosse accrochée au bras pour bien se savonner le dos. Donc t'imagines la scène, Guy Janard, blague 2 mètres, monstrueux, avec sa petite brosse pendante autour du poignet. Et tous les jours que Dieu fait de cette saison-là, Franck Tourner lui a fait la même blague en lui disant « Guy, tu feras gaffe, t'as ta brosse à dents accrochée au bras. » Tous les jours. C'était n'importe quoi. C'est comme ça que t'as arrêté ta carrière. Non, mais sur une belle note, parce que c'était le rugby qu'on aimait, et surtout, on jouait bien. On jouait bien au rugby. Voilà. Ouais. C'est vrai que quand il y a des saisons comme ça, on s'en souvient forcément, Christian. Oui, mais on se souvient de toutes ces saisons-là parce que il y avait que du bon. On partageait tout avec les garçons, on était amis. Moi, j'étais ami avec eux en fait. Donc forcément, il y avait ce côté affectif et puis après, il y avait le côté aussi ambitieux parce que finalement, ça gagnait. Comme disait Philippe, on avait aussi des résultats puisque c'est les années où on a un peu réussi. Donc voilà, on essayait d'allier les deux et ça fonctionnait plutôt bien. Et je crois que c'était quand même encore ce rugby où on prenait encore beaucoup de plaisir. Ah oui, mais ce plaisir-là, il était important. Sans aucune complaisance. Philippe Spanghero, c'était quel joueur de rugby, Gilles Belzon? Mais Philippe, moi, Parlons vrai, hein, c'est écrit sur le ballon. Non, je parle vrai. Philippe, moi, quand on le connaît, je reviens encore sur mon discours. Quand il est arrivé à Narbonne, il est arrivé timidement. De suite, bien entendu, parce que c'est un garçon qui passe bien avec tout le monde et qui est de suite rentré dans les rouages de tout ça là. Mais moi, je le dis, je le répète, il était jeune et je le maintiens. Spanghero, c'est compliqué à porter quand il est le fils d'eux. Et donc, c'est vrai qu'à Narbonne, peut-être qu'on attendait, comment ça s'appelle, c'est la pression que les fils d'eux ont toujours, comme quand si Grégoire, le petit de Christian, quand il va débuter en première, dès qu'on va dire l'habit, tout le monde va. Et c'est pas évident. Et lui, c'était du x4. Donc voilà. Donc après, c'était un très très bon joueur. Et puis au bout d'un moment, je sais pas combien de saisons tu as fait, Philippe, 1, 2. Tu en as fait une. Et après, il a tenté Chassans à Carcassonne avec un petit peu plus de convivialité, de l'amour et de l'humour qu'à Christian avec tout ça là. Il s'est peut-être plus reconnu à Carcassonne qu'à Narbonne. Donc voilà. Et après, je maintiens que c'est la passion qui prend le dessus, quoi. Ce rugby audois, il est important pour cette région. Aujourd'hui, ce rugby audois, il bataille en national. Les deux équipes sont actuellement première et deuxième de national. Christian, ton regard justement sur ce rugby-là? Ouais, c'est un rugby. Aujourd'hui, vous savez, on est une région quand même particulièrement touchée. On n'est pas les plus riches en France et on le voit. On est des villes moyennes qui ont du mal déjà financièrement à exister, parce que c'est pas très simple aujourd'hui le rugby, on le voit, les grosses cylindrées elles existent avec déjà au niveau Pro D2 c'est minimum 8 millions. National, j'ai regardé, il y a des équipes qui fonctionnent avec 5-6 millions de budget déjà. Donc voilà, le problème c'est que l'argent a pris un grand pas sur ce rugby et c'est vrai qu'on souffre un peu de ça dans notre région et on le voit, tout le Grand Sud. Il n'y a pas que Narbonne et Carcassonne, je crois qu'on voit que Perpignan est dans le dur aussi, on voit que Béziers est en difficulté aussi, donc voilà. Il faut faire face à ça, je crois qu'il faut s'appuyer beaucoup sur la jeunesse, je crois qu'il faut s'appuyer sur les centres de formation, sur les écoles de rugby, je crois que c'est ceux qui nous apportera le plus parce qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher les stars. Mais il faut se servir de ce qu'on a, le potentiel qu'on a dans la région, c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui ont des qualités et du potentiel et essayer de se servir de ça pour essayer de grandir et puis forcément aller chercher quelques joueurs de qualité pour apporter une plus-value. Mais c'est quand même pas très simple. Aujourd'hui, on le voit, en national, on arrive à exister. Le cap au-dessus, il commence à devenir difficile. Julien, toi, t'es passé par là. C'était le cas de Montpellier avant que Moed Altrad arrive aussi. Oui, c'est le cas de Montpellier. Et justement, je voulais en venir. Ce que dit Christian, c'est que maintenant, l'Occitanie, l'argent et l'économie va beaucoup dans les métropoles. Dans l'Occitanie, tu as Toulouse et Montpellier. Dans les clubs historiques qui étaient plus petits, qui là, comme dit, on avait des budgets moindres, tu n'existes plus, ou tu ne peux plus survivre quand il faut recruter, parce que à côté, en parallèle, tu as des écuries comme avec Altrad et la métropole montpelliéraine qui ont le budget pour se permettre d'avoir une pléiade de stars et surtout une profondeur. Parce que quand je me souviens, à Carcassonne, ils étaient 6e et que pendant la saison, on avait eu Christian justement à l'antenne, disait j'ai une pléiade de blessés, pour en trouver un c'était compliqué.
S'il avait eu peut-être le budget, ça n'aurait pas fini une saison comme ça. Mais voilà, je pense que l'économie des régions vont vers les grandes villes. Et en plus l'Occitanie à Toulouse et Montpellier. Il y a un vrai sujet pour moi aussi là-dessus, pour revenir sur ce que disait Christian sur la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les très gros clubs qui ont les moyens financiers ont tendance à aller chercher les jeunes de plus en plus tôt, avec beaucoup de déchets aussi. Et pour moi, il y a un vrai travail à faire de reconnexion entre les grands clubs et les clubs de niveau inférieur, Pro D2, national, pour que ces jeunes joueurs qui ont le potentiel mais qui sont un peu juste au-dessus, plutôt que de louper le wagon trop tôt, reste plus longtemps dans ces clubs formateurs, puisqu'il y a un très gros enjeu sur les joueurs issus de la formation française, puisque cette règle, on a vu à quel point elle fonctionne tout en haut. C'est quoi de refaire les clubs connectés, satellites? Mais ça pour moi, c'est ça l'enjeu demain, et c'est pour ça aussi qu'il faut à tout prix imposer la règle des GIF en espoir, il faut imposer la règle des GIF en national, parce que ça n'a pas de sens. Un club comme Narbonne ou Carcassonne en national doit avoir quasiment que des joueurs issus de la formation du territoire à ce niveau-là. Tu peux pas avoir en national une équipe composée de 3/4 de joueurs étrangers. Ça va pas du tout dans le sens de l'histoire. Et donc il faut reconnecter un peu plus les gros clubs phares qui ont pris le lead par la dimension financière avec les clubs autour pour aller plus loin dans une formation commune en fait. Christian, tu as l'air d'accord. Oui, non, mais ça c'est une certitude. Mais ce qui est dur, et moi je l'ai vécu il y a 2 ans, on a pendant 3 ans créé une histoire avec des joueurs, des jeunes joueurs qu'on a fait grandir. Et arrivé à un certain moment, lorsqu'on réussit, puisqu'on finit 5e il y a 2 ans, on s'est fait piller. C'est-à-dire qu'en plus, on prépare les jeunes joueurs de qualité. Et ça, tant mieux. Moi, je suis ravi. Ma plus grande fierté, c'est de voir des jeunes joueurs qu'on a formés, qui s'en vont dans les grands clubs. Et c'est notre métier. Hein. Le vrai métier, il est là, en fait. Mais c'est un peu... Les clubs n'en tirent pas les bénéfices. Et c'est ça qui est dommage. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une garantie à ces joueurs-là qui réussissent dans un club, avoir au moins un potentiel de 2 ans à être obligés de rester dans ces clubs-là. Parce que en 2 ans, il y a 2 ans, on s'est fait piller 14 joueurs. Repartir à zéro, c'est très difficile. On n'a pas les moyens, nous, de reconstruire avec des hommes qu'on peut acheter parce qu'on n'a pas les moyens. Les jeunes prennent du temps à venir. Alors on peut aller se servir dans les autres écuries. Je pense à beaucoup de joueurs que je suis allé récupérer dans des clubs comme Perpignan, Toulouse. Mais dès qu'ils ont 4 qualités, ils s'en vont et c'est terrible. Et puis c'est très dur à Carcassonne parce que vous avez bataillé pour avoir des terrains, ne serait-ce qu'avoir des terrains pour s'entraîner durant des saisons quand même, Christian. Ouais, mais ça c'est autre chose. Je pense que. Mais ça le joueur il le ressent peut-être aussi. Oui, mais le joueur, ce dont il a besoin, c'est de jouer. La façon, forcément, elle vient avec le temps, il y a de l'usure avec le temps, mais la priorité, c'est de jouer. Et il est vrai que le niveau espoir, lorsqu'ils arrêtent, ils n'ont pas trop la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc, nous, on est là, ces clubs-là, que l'on est avec pas trop de moyens, à pouvoir les récupérer, leur permettre de jouer, de grandir, de mûrir. Un joueur, il ne vient bon que s'il joue. Je parlais à Philippe, l'exemple parfait, il est des espoirs. Je viens de voir le match des espoirs de Narbonne qui jouait à l'amical contre Agen. Le premier match de championnat commence le 11 novembre. Ouais. Alors quand c'est des gamins entre 17 et 20 ans, c'est pas possible, on peut pas progresser, on régresse. Les gamins, ils ont besoin de jouer tous les week-ends, même si c'est match amicaux, mais tous les week-ends, il faut qu'ils jouent. C'est là où on grandit, c'est là où on se forme. Enfin, moi j'ai le souvenir de notre génération. Le 1er septembre, on commençait la saison. Tous les week-ends, on avait un match. Alors, il y avait l'avantage, à l'époque, d'avoir les juniors. Il y avait trois catégories juniors, plus la Nationale B. Mais le réel, la Nationale B, c'était la transition entre la 1 et les juniors. Et je trouve que c'était pas si mal que ça finalement parce qu'on ne perdait pas les gamins. Certains se révélaient sur le tard. Je pense à des premières lignes. Une première ligne, elle ne peut pas être bonne. Une première ligne, elle ne peut pas être performante à 20 ans. Je crois qu'il lui faut du temps. Et la Nationale B lui permettait de prendre ce temps, de progresser, de s'acquérir, de prendre la maturité, de se changer physiquement aussi, parce qu'en vieillissant, on prend un peu plus de maturité physique. Et puis après, on les voyait arriver dans l'équipe 1. Aujourd'hui, un espoir qu'à 20 ans, il commence son premier match le 11 novembre. Il s'entraîne depuis le mois de mai. Enfin, je sais pas, mais on marche sur la tête. Et je ne crois pas que pour la formation et pour l'avenir, ça soit une bonne chose. Gilles Belzon pour terminer sur ce sujet.
Non, moi je vous entends et vous avez tous raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je pense que le virage qu'avait manqué à l'époque Narbonne, qui est un club qui avait un peu d'avance par rapport à Carcassonne à l'époque. Moi je prônais depuis très très longtemps, moi je pense qu'à Narbonne ou des clubs comme ça, c'est des académies qu'il faut arriver à monter, c'est des grosses formations. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais confronté au problème quand j'entraînais un Krabos, quand il avait 14 ans, enfin 15 et 16 ans, dès qu'il commençait à faire des études, eh bien on le mettait en le train à 21h pour qu'il parte soit à Toulouse, soit à Montpellier. Il mangeait un sandwich dans le train, il arrivait à minuit. Donc au bout d'un moment, les gamins, tu les perds. Et moi je pense que le retard qu'a pris le club de Narbonne à l'époque, c'est qu'on n'a pas réussi à tourner, parce que la formation est très très importante. Et moi j'aurais aimé sur l'agglomération monter, comment dire, un campus avec des gamins que tu peux loger, nourrir, tu restes ce qu'ils mangent, ils prennent des cours par correspondance. On l'a vu avec le Covid qu'aujourd'hui des gamins pouvaient travailler avec des profs qui viennent et tu peux arriver à garder tes gamins. Et là où je suis d'accord avec Christian, c'est que le gamin, quand il a 23-24 ans, puisque aujourd'hui Narbonne et Carcassonne sont devenus des clubs formateurs, si le gamin un jour il veut jouer à Montpellier, à Toulouse, moi je serai le premier content. Et j'étais il y a 2 ans sur un des premiers matchs de Vincent Rattès au Stade de France contre les Anglais de Twickenham. Il a marqué un essai devant moi. Alors c'est pas un gamin issu de Narbonne puisqu'il est arrivé en cadet ou en junior du Métro Racing, et d'avoir vu Vincent marquer cet essai en corner, eh bien, je me suis attribué et l'ensemble du club, parce que c'est grâce à lui et pas à nous, eh bien, un petit peu de baume au cœur. Donc la fierté et puis voilà, c'est comme Mont-de-Marsan aujourd'hui quand tu vois Léo Colli ou quand tu vois le petit Banos évoluer maintenant à Toulouse. Je pense que notre mission elle est là. Par contre, à mon sens, il faut structurer au niveau de nos régions. De pas avoir d'argent, c'est pas grave, il faut simplement faire avec. Mais je pense que Narbonne mériterait d'avoir une académie, et encore qu'on n'est pas si mal loti, parce que comme Christian le disait tout à l'heure, on a l'équipe de Narbonne en espoir qui évolue en niveau 1. Et niveau 1 pour nous, d'ailleurs en France, il y a 2 écoles qui sont comme ça, c'est l'école de rugby de Massy, enfin le club de rugby de Massy et Narbonne. Donc de très grands clubs formateurs, effectivement. Des très grands clubs formateurs. Et on va continuer de parler de rugby dans un instant sur Sud Radio. On va parler de l'équipe de France et puis on parlera aussi un petit peu du livre de Philippe Spanghero. Restez bien avec nous sur la radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne chez Gérard Bertrand. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Prial. Sud Radio en direct de l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne chez Gérard Bertrand. On est avec Gilles Belzon, avec Christian Labitte, avec Philippe Spanghero, Julien Thomas. On va parler un petit peu du match de l'équipe de France face à l'Uruguay et de la Nouvelle-Zélande aussi face à la Namibie dans cette poule A. Actuellement, Rémi Dos Santos, petit point score très rapide. Le Pays de Galles ne déroule pas face au Portugal, c'est loin de le dire. Non, il reste 5 minutes dans cette première période. Toujours 7-0 à Nice pour le Pays de Galles face au Portugal. Des Portugais qui dominent toujours autant, qui sont en supériorité numérique depuis une dizaine de minutes. Ce carton jaune de Williams, le numéro 12 gallois, va bientôt se terminer, mais sans réussir à marquer. Les Lusitaniens sont dominateurs, mais malgré tout c'est le Pays de Galles qui mène 7-0 ici à Nice. Ouais, et on suivra évidemment l'évolution du score puisque les Portugais semblent très intéressants, avec à l'instant la percussion de Francisco Fernandes côté portugais. Parlons un petit peu de cette équipe de France qui s'est imposée 27-12 face à l'Uruguay, mais sans point de bonus offensif. On en parle sur Sud Radio. On va prendre quelques bonnes longues minutes pour en discuter. Nous rejoint autour de la table André Berkoff. Bonsoir André. Bonsoir Alexandre. Journaliste évidemment sur Sud Radio, présentateur de Berkoff dans Sous ses états de midi à 14h tous les jours de la semaine. André, qu'est-ce qui a dominé? C'est de la déception après cette victoire étriquée on peut dire étriquée puisqu'il n'y a pas de bonus offensif. C'est une petite victoire face à l'Uruguay. Est-ce qu'il y a eu de la déception chez vous? Non, parce que je trouve que la France, écoutez, depuis le début, on a vu face aux All Blacks, moi je trouve qu'il y a quand même une offensive, bien sûr. Bien sûr que on pourrait toujours faire mieux. Mais je veux dire, n'étant pas un spécialiste de rugby, moi, vous savez, ce qui me fascine, je ne suis pas du tout un spécialiste comme vous, moi, ce qui me fascine, c'est cet extraordinaire sport d'un physique total et qui se passe dans, je dirais, et dans la 99% des cas, dans une espèce, ça va peut-être vous faire bondir, de courtoisie formidable. C'est un sport extrêmement physique joué par des gentlemen, et moi je trouve quand même, soyons clairs, que la France a très très bien commencé. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'il ferait mieux, mais moi j'ai été fasciné par le premier, le match inaugural face à la Nouvelle-Zélande.
Voilà. Et puis après, là, oui, bien sûr que ça aurait pu être mieux. Mais c'est quand même formidable. C'est comment dirais-je? Moi, ce qui me fascine, j'ai assisté à quelques matchs extraordinaires, que ce soit en Irlande ou ailleurs, et à Toulouse aussi. Mais c'est cette espèce de formidable, comment dirais-je, de formidable enthousiasme, de formidable performance physique, et presque toujours, pratiquement toujours, dans une extraordinaire convivialité, chaleur. Moi, ce qui m'a frappé, je vous parle peut-être hors compétition sur le terrain, que ces gens-là ne se tapent pas sur la gueule. C'est un peu quand même, mais dans les règles de l'art. Voilà. Oui, mais vous savez, les règles de l'art, c'est énorme, Alexandre. Parce qu'il y a beaucoup de sports où il n'y a pas, justement, où on abandonne les règles de l'art. Là, les règles sont là, et l'art est là. Ça fait très, très plaisir, quoi. Ouais, c'est philosophique. André, et un petit pronostic de ta part pour l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde 2023 ? Bah écoutez, je vais faire un cliché là. J'espère vraiment que la France l'emporte parce qu'elle le mérite. Après, vous savez, la glorieuse incertitude du sport, vous connaissez ça mieux que moi. Mais vraiment, je trouve que malgré que ce n'était pas aussi fabuleux pour l'Uruguay, je trouve que quand même il mérite très largement de l'emporter. Ouais, merci beaucoup André d'avoir été avec nous. On vous retrouve lundi dans Berkov dans tous ses états de midi à 14h sur Sud Radio. Merci André. Merci à vous. Et on continue de parler justement de l'équipe de France. On parlait de règles il y a quelques instants. Les règles, le plan de jeu. Faut-il se poser des questions sur le plan de jeu de l'équipe de France, sur les circulations offensives, sur les choix défensifs de cette rush défense? On en parle dans un instant sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Alexandre Priane. La radio de la Coupe du Monde de rugby en direct de l'Hospitalet Beach au nord de Narbonne chez Gérard Bertrand avec Christian Labitte, Philippe Spanghero, Gilles Belzon, Julien Thomas et vous au 0826 300 300. On va revenir un petit peu sur la rencontre de l'équipe de France face à l'Uruguay. Mais d'abord un petit point sur ce qui se passe entre le Pays de Galles et le Portugal. Rémi Dos Santos, c'est la fin de la première période. Ouais, c'est la fin de la première période et à l'instant le deuxième essai de la partie, il est pour le Pays de Galles, il est signé Johnny Williams, celui qui avait écopé d'un carton jaune un peu plus tôt. Voilà les Gallois qui sur les 2-3 dernières minutes ont campé dans les 22 mètres portugais. Des Portugais qui sont souvent mis à la faute et sur une énième pénalité jouée à la main. Eh bien Johnny Williams est allé aplatir. Il y aura vidéo demandée par l'arbitre pour savoir s'il a bien aplati sur la ligne. Et bon, on verra ce qui se passe donc du côté de Nice. Parlons un petit peu de cette victoire de l'équipe de France, 27-12. On fait toujours un petit jeu un petit peu ludique sur Sud Radio. On cherche un mot pour qualifier la rencontre de l'équipe de France. Depuis 2 jours, on est passé par pauvre, on est passé par inquiétant, passé par décevant aussi. Voilà. Du coup, j'en appelle à Christian Labitte et Gilles Belzon. Un mot pour qualifier cette victoire de l'équipe de France, Christian. C'est compliqué, c'est difficile parce que il y a 15 ou 13 joueurs nouveaux dans l'équipe, donc forcément il manque de liens, d'automatisme. Toujours cette pression, et la pression elle retombe sur les nouveaux qui rentrent dans ce groupe, donc c'est jamais très simple. Après, je trouve que sur ce match-là, les Uruguayens ont donné aussi, ils ont fait du tort à l'équipe de France parce qu'ils ont, eux, à mon sens, joué comme nous on aurait dû jouer, c'est-à-dire qu'on a voulu aller en conquête, on a voulu taper les touches, on s'est renfermé dans ce jeu un peu restrictif qu'on avait vécu et qu'on a connu avec l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça favorise forcément les équipes un peu plus petites. Je crois que si on veut les asphyxier, il faut les asphyxier dans le jeu, pardon. Comme la Nouvelle-Zélande face à la Namibie. Je pense, et d'aller en conquête, en touche, mêlée, un coup c'est pénalité pour toi, pénalité pour les autres, ça casse le rythme, ça casse le jeu. Après oui, forcément, on attendait mieux, on attend beaucoup mieux, et en fait, on imagine un peu trop cette équipe de France championne du monde avant qu'elle soit, et voilà, il faut être prudent, il faut être patient. Du coup, ça complète le fait que c'est une équipe de France dans un système de jeu de dépossession et de rendre les ballons, de taper, d'avoir une défense face à des équipes comme ça. Il faut s'adapter et qu'on n'arrive pas à sortir de notre schéma et d'un système qu'on a
de dépossession et que l'on se fait prendre. On avait changé un peu ce fonctionnement. Je crois qu'on avait été un peu plus joueur ces derniers temps et là on s'est retranché rapidement dans ce fonctionnement. Je crois que dès que ça commence à aller mal, ça a été un peu le cas contre la Nouvelle-Zélande aussi. L'avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a une victoire face à All Black et donc on oublie un peu la façon de faire. Mais là, ça a été criant. On l'a bien vu que dès qu'on commence à subir ou à être en danger, on se recroqueville dans ce jeu un peu de dépossession où on essaye d'être plus performant sur notre défense parce qu'on est fort en défense. Et on s'appuie sur ça et on essaie de récupérer les ballons et ceux-là, on essaie de les exploiter. Seulement, forcément, à ce jeu-là, tu peux tomber sur une équipe qui est valeureuse, qui est joueuse, et puis qui peut être dangereuse, parce que sur le match, je ne suis pas convaincu que l'essai, si c'est une autre nation, ils sont refusés, des Uruguayens, et on aurait tremblé jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est un poker menteur, et moi, je pense qu'au niveau de la stratégie, l'équipe de France n'est pas encore rentrée dans ça. Laurent Labitte avait dit on ne montre pas tout sur cette dernière année. Moi, peut-être temps quand même. Je partage totalement ça parce que au début de l'ère Galtier, quand l'équipe de France avait perdu beaucoup de matchs à la dernière minute et tout ça là, c'était prouvé que dans les statistiques, c'était l'équipe de France à l'époque qui faisait le plus de jeux et que c'était les All Blacks qui était et là le jeu de la dépossession est rentré ce mot est rentré dans le rugby. La première année de Fabien Galtier où il fait toute l'année en gagnant tous les matchs avec un grand chelem, il le fait sur de la dépossession. L'année dernière, il a un petit peu changé parce qu'aujourd'hui, les staffs de grandes cylindrées mondiales, c'est de la Formule 1, quoi. Tout le rugby est examiné de fond en comble. Et je pense que l'année dernière, ils sont repartis sur un jeu un petit peu plus aéré. N'oublions pas qu'Antoine Dupont, c'est l'ennemi public numéro 1. Ça veut dire que dès que ce garçon touche un ballon, il a toute l'équipe qui est dessus. Donc aujourd'hui, Antoine Dupont, même je suis sûr qu'au niveau de sa stratégie... Je te sens pas du tout inquiet, Gilles. Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que je suis persuadé qu'ils sont pas encore rentrés dans la compétition stratégique. Aujourd'hui, on voit qu'on gagne les Blacks avec 48% de possession de balle côté français et 52 au niveau Black. Et qu'aujourd'hui, le rugby, il est comme ça. On sait très bien. Et puis, aujourd'hui, la Coupe du Monde, la seule chose qui m'agace un petit peu, c'est qu'on a déjà dit que ça y est, la Coupe du Monde, si tu écoutes tout le monde qui parle, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Irlande, c'est la France. Attendez un petit peu. Attendez les Écossais de voir ce qu'ils vont faire contre les Irlandais. L'Uruguay ne m'a pas perturbé de plus parce que depuis qu'on parle, on regarde les images du Portugal, on se rend compte que le Portugal vient faire les troubles faits aussi. On se rend compte que l'Argentine, pour avoir discuté avec l'équipe d'Argentine, ils sont pas sereins, ils ont le Samoa à jouer. Il y a des équipes qui vont venir faire les troubles faits au milieu et j'attends aussi moi un Irlandais, des Écossais, on les a pas, enfin, je parle tout sportif. Et moi je pense que tout simplement, l'équipe de France devrait normalement sortir en quart de finale. Ils vont faire les quarts de finale alors contre les Blocs ou les Irlandais. Et là, je pense qu'ils sortiront, leur vrai jeu. De toute manière, après, si tu vas être champion du monde, chose qu'on n'a jamais vue au niveau international, enfin au niveau des Coupes du Monde, il va falloir aligner le quart, le demi et la finale d'une grosse intensité. Donc moi, je crois qu'Antoine Dupont se cache un petit peu. Il fait passer les plats pour le moment. On est sur de la dépossession, on n'est pas là. Et je pense que ça va venir, ce que j'espère fortement, au quart de finale. On peut souscrire à cette idée-là, Christian, qu'on cache des choses un peu? Toi, tu cachais beaucoup de choses à Carcassonne. Ouais, c'était rapide, hein. On avait vite fait le tour. Hein, non, ouais, c'est possible, mais moi je crois tout simplement que nous, les entraîneurs, maintenant que je suis de ce côté-là, et je crois qu'on n'est pas grand-chose en fait. On est simplement dépendant des hommes que l'on a. Encore une fois, on se rend compte que cette équipe de France, elle est quand même pas mal dépendante de quelques joueurs importants et que lorsqu'ils n'y sont pas, elle se retrouve en difficulté, elle baisse les yeux et que des fois, sur le terrain, c'est pas ce qu'elle voudrait faire. Donc voilà. Pour tu moi, souscris à cette idée-là qu'il y a deux équipes de France là dans ce groupe des 33? Je ne vais pas dire que ceux qui jouent ne sont pas bons. Je dis simplement que il y a un écart. On est quand même un peu dépendant de quelques joueurs clés. Gilles l'a dit. Dupont, Aldrit, Ramos, et que ces joueurs-là, lorsque tu ne les as pas, tu es un peu en difficulté. Mais c'est pas l'équipe de France, c'est la généralité de tous les sports. On le sait, c'est les hommes qui font les résultats et les staffs, ils sont pour leur amener une stratégie, une vision de l'équipe qui vont jouer, une façon de faire et puis surtout une cohésion. Après, un exemple, Romain Tamac, je ne suis pas convaincu que ce qu'il a fait en finale, il avait travaillé toute la saison. Face à La Rochelle.
Voilà, c'est juste lui qui a défini avec ses qualités qu'à ce moment-là, il allait faire ça et qu'il a fait gagner son équipe. Et ça, c'est Romain Tamac. Voilà, il y a un Romain Tamac qui peut le faire. Si c'est pas Romain Tamac, je suis pas convaincu que le Stade Toulousain gagne cette finale. Donc voilà, il faut aussi accepter par moment que une équipe, elle est dépendante de quelques joueurs clés et que lorsqu'ils n'y sont pas, cette équipe se retrouve un peu en difficulté. Je suis d'accord avec toi, excuse-moi de te couper, sur la valeur individuelle, parce que ça c'est vrai tous. À l'époque, il y avait Jonathan Lemou d'un côté qui pouvait te faire basculer, enfin on l'a connu depuis longtemps. Mais moi je reste persuadé, parce que pour moi, l'absence de Danty aussi, elle est hyper importante. Aujourd'hui, la prise du terrain, de l'axe du terrain du moins, c'est hyper important. Donc ça lui revient te chercher l'axe, tu peux jouer à gauche ou à droite une fois que lui l'a percuté. Il peut ralentir aussi les trucs sur des grattages ou ralentir des trucs ou leur voler le ballon. Et je pense que c'est tous les sports, parce que j'ai envie aussi, moi aussi, de voir l'équipe de France, comme tous autour de cette table et tous en France, voir l'équipe championne du monde. Et voilà quoi, je pense que moi la seule critique que je pourrais émettre, c'est sur la préparation. Est-ce que nos joueurs ne sont pas cramés ou est-ce qu'on n'a pas été trop bon trop tôt? Voilà, c'est la préparation où j'aurais peut-être aimé voir des garçons un petit peu plus reposés, notamment sur la tournée d'hiver. Mais bon, après le tournoi, il fallait le faire aussi quoi. On va poser la question globale sur cette équipe de France. Un autre amoureux de rugby qui nous rejoint. Bonsoir Patrick Sébastien. Bonsoir les enfants, ça va? Vous m'appelez bien. M'appelez à la mi-temps du Portugal qui m'éclate. Ah bah ouais, on regardait aussi, évidemment, on le fait vivre aussi sur Sud Radio. C'est vrai qu'on est peut-être un peu surpris, mais en même temps agréablement surpris. C'est comme l'Uruguay, tu vois, il y a des beaux niveaux, quoi, ça joue. Effectivement, on parlait de l'équipe de France avec Christian Labitte, Gilles Belzon, Philippe Spanguero, Julien Thomas. Salut Patrick. Salut Pat. L'équipe de France. Est-ce que Patrick, t'as été embêté par cette équipe de France? Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, je pense que le match, tu sais, la coupe, il faut gagner les quarts, les demi et la finale. Hein. C'est ça qui est important. Par contre, j'ai entendu une réflexion juste avant, je pense que vous avez raison. La seule question que je me pose, moi, c'est le physique. Parce que sur le dernier match, on fait beaucoup de fautes. Et en principe, quand on fait beaucoup de fautes comme ça, c'est qu'on n'est pas assez sur les coups, on n'est pas assez là au bon moment. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu, moi j'étais au Stade de France pour le premier match, c'est la discipline, quoi. On gagne ce match sur la discipline. Après, le talent, on l'a. L'équipe, on l'a. J'ai toujours pensé, quand je suis allé les voir à Marcoussis, je leur avais dit que pour moi, la seule équipe qui était capable de battre l'équipe de France, c'était l'équipe de France. Donc je pense qu'effectivement, il a raison Gilles, quand il dit est-ce que la préparation n'a pas été trop tôt, c'est très important. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais c'est la seule inquiétude que j'ai, parce que sur le talent, sur la méthode, sur l'état d'esprit, on y est. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est le physique qui va faire la différence. Ce physique, c'est vrai que cette préparation-là, elle a été décriée. Les 4 matchs amicaux, il y a eu les blessures. Elle s'est pas passée comme prévu. Sur des champions, tout le monde oubliera tout ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur les blessures, oui. Les blessures, quand on écoutait un peu Fabien Galtier, Christian Labitte, on sentait que Fabien Galtier, il était pas tout à fait satisfait de ce qui se passait dans cette préparation. Mais tu vois, plus que les blessures, je trouve que le match contre l'Uruguay, il est symptomatique. Je les ai trouvés physiquement pas tout à fait là. Tu sais, un temps de retard sur les rushs, sur les machins et tout, un petit temps de retard, c'est peut-être significatif, je sais pas. Faut voir le prochain. Christian. Ouais, je sais pas, non, mais je crois que ces matchs de préparation étaient quand même quelque chose de difficile à accepter. Déjà, quand tu connais le rugby, tu sais que ce genre de match c'est difficile à gérer. Ah ouais. Et encore plus face à. Ouais, parce que tu donnes et en même temps tu veux pas te blesser, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, tu es à moitié et tu le sais, Patrick, quand tu fais les choses à moitié, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, je pense que maintenant, ils vont pas les faire à moitié. Il y a un message sous-jacent ou quoi, Christian? Non, pas du tout. Je me suis dit, il se passe quelque chose là. Non, pas du tout. Mais après la préparation, je crois que Thibaut Giroud est quelqu'un de performant. Il sait ce qu'il fait. Il quittera les Bleus d'ailleurs à la fin de la Coupe du Monde. Ouais, il sait où il va et il a préparé les hommes. Et il a dit, Patrick, je crois que une Coupe du Monde, c'est 3 matchs en fait. C'est les quarts, la demi, et puis voilà. Le plus grand piège, tu sais, le plus grand piège qu'on peut avoir, parce qu'on a quand même eu un petit peu de suffisance contre l'Uruguay, le plus grand piège qu'on pourrait avoir, c'est de gagner le quart. Parce que si on gagne le quart, ça sera vraiment énorme.
Si on bat, que ce soit l'Afrique Sud ou l'Irlande, moi j'ai plus peur. Personnellement, j'ai plus peur de l'Irlande que de l'Afrique du Sud. Je préférerais qu'on prenne l'Afrique Sud. Qu'on se gargarise pas, qu'on n'arrive pas en demi en se disant, je n'en sais rien contre l'Angleterre ou je sais pas quoi, en se disant, c'est bon, on est fort. Voilà. Ouais, tu connais ça par cœur, hein. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, c'est ça. Mais on oublie. Je crois que la 2011, on avait perdu contre le Tonga. On a oublié cette période-là aussi. Donc, ça veut dire que les matchs de poule, c'est juste une préparation à ce qui va arriver. Et je crois que voilà, le plus important pour nous, c'est de bien préparer. Alors là, je crois c'est le quart. Hein. Le plus important, le plus important à venir, c'est le quart. Et puis après, tu as raison, c'est 3 matchs. Voilà, c'est 3 matchs. C'est 3 matchs où il faut être. Et alors après, mais les arbitres, je les trouve un peu tatillons sur ce début de mondial, mais ça tient à rien, quoi. Après, en plus, on a fait contre l'Uruguay, on a fait des fautes de lucidité. Quand tu as, je sais plus qui c'est qui avait un carton jaune, c'est Tao, je crois, qui avait un carton jaune. Puis, il reste 2 minutes pour qu'il rentre et on a une pénalité, on la tape pas. Ouais, ça fait partie un peu de notre suffisance. Par moment, je crois que c'est de la suffisance, c'est ça. Ouais, je pense qu'à un moment, il faut prendre les points. On n'est pas là. Le but, c'est de gagner, de se mettre à l'abri. On a su le faire contre les Fidji sans forcément les affronter. On a pris les points qu'il fallait. Et là, je crois qu'avec une équipe un peu remodelée, il fallait peut-être poser les bases. C'est pas très grave. Tu sais, si on passe l'écart, on oubliera ce match. Après, c'est vrai que quand tu vois ce qu'il y a sur le banc, en fait, ce qui ne joue pas, c'est quand même la clé de cette équipe. Hein. T'as la colonne vertébrale, t'as Aldrit, t'as Oxbon, tu as Dupont. Putain, il te manque quand même des talents exceptionnels parce qu'on a la chance qu'on n'a pas eu depuis des années d'avoir quand même des mecs exceptionnels. Faut bien le reconnaître. Patrick, je voulais avoir cette équipe-là. Une réaction de ta part, parce que c'est vrai qu'on a été notamment sur Sud Radio pas mal embêté par les réactions autour de la cérémonie d'ouverture. Un média parlait de la France et Jean Dujardin, il y a 2 jours, il nous dit: je tombe à la renverse, je n'aurais jamais pensé que ma participation déclencherait un tel déferlement de commentaires. Maintenant, le rugby est un sport de droite. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on est. Moi, je vais au-delà de ça. Pour moi, le rugby aujourd'hui, c'est un modèle de société. Parce que t'as vu les supporters de notre sport, comment ils sont par rapport aux supporters des autres. Nos supporters, ils sont bien élevés. Moi, j'étais au Stade de France pour l'ouverture. Putain, c'était magnifique. Alors effectivement, c'est franchouillard, c'est ce qu'on voudra. Les hymnes, ça m'a gêné. Par contre, oui, ça m'a cassé les couilles parce que c'est de la branlette de soi-disant qualité. Les hymnes, les gosses, les pauvres gosses qui ont fait ça, je trouve ça fantastique pour eux, mais c'était pas le lieu. Voilà, tu chantes pas en canon dans un stade. Voilà, c'est tout. Mais ce terme de France, franchement, France, mais quelle France? C'est la France des mecs branchés, de ceux qui arrivent au rugby qui ne le connaissent pas. Nous, c'est notre famille, on la connaît, on sait très bien que c'est pas une France, c'est une France moderne en plus. Tu as vu l'exemplarité de cette équipe de France où tu as des mecs du 93, tu as des mecs du Gers, tout le monde s'entend bien, tout le monde transpire pour le maillot. Au contraire, moi je trouve que ce truc il est en avance. Et être fier de ses racines, c'est pas être en retard. Écoute, c'est marrant parce que moi je sors un bouquin là, dans 15 jours qui s'appelle La Nostalgie, c'est que ça. J'explique justement ces valeurs d'avant qu'on devrait remettre au bout du jour. Moi je trouve pas que c'est une France. Le spectacle, c'était un spectacle, voilà, c'était un spectacle d'ouverture. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu je sais pas, un truc beaucoup plus moderne pour la France, c'est aussi ça. Et en plus c'est une France qu'on laisse de côté souvent. Moi, cette France-là me va bien. Moi, je sais que le moment que j'ai passé au stade... C'était un peu du parisianisme de parler de la France en regardant... c'est éternel. Moi, j'en suis l'illustration même. Moi, je suis avec mes chansons, je suis soi-disant un bof. En fait, cet été, j'ai fait des festivals où il y avait 30 000 personnes qui chantaient mes chansons. Voilà. C'est notre sport, on peut en être fier aujourd'hui. Mais vraiment. Et on continue de parler de rugby avec toi, Patrick, avec Gilles Belzon. On va réagir justement. Il défend des valeurs formidables et il y a des valeurs de courage, de solidarité. Et si la société en général prenait exemple sur les valeurs du rugby, peut-être qu'elle irait mieux.
Effectivement, on continue d'en parler dans un instant. Il valide totalement par un geste de la tête. C'est Stéphane Mathieu, le patron de l'association Mucovi 66, puisque ça va être très important. On vous retrouve dans un instant, Stéphane, pour parler de maillots de rugby dédicacés qui sont en vente aux enchères actuellement au profit de la recherche contre la mucoviscidose. À tout de suite. Groupe Perrault, concessionnaire automobile multimarque, présente Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. Avec toute l'équipe Sud Radio en direct de l'Hospitalet Beach où les éléments se déchaînent, le vent, les vagues autour de nous, mais dans un magnifique cadre de cette création de Gérard Bertrand. On est avec Gilles Belzon, on est avec Philippe Spanghero, avec Christian Labitte, avec évidemment Patrick Sébastien à distance et Stéphane Mathieu. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous organisez une magnifique vente aux enchères de 30 maillots de rugby dédicacés au profit de la recherche, mais pas seulement, contre la mucoviscidose. Il y a l'association Mucovi, puis il y a Chrysalide aussi. Déjà bravo. Déjà bravo, parce que mettre en place ce genre d'événement, c'est très difficile, on le sait. Comment ça se passe justement? Alors je suis très content de pouvoir parler de cet événement parce que l'association, Christian connaît un petit peu Mucovi 66, j'ai eu la chance d'être toujours dans le milieu du rugby avec ces valeurs qu'on inutile de rappeler. Et dans un combat contre une maladie, que ce soit la mucoviscidose ou d'autres pathologies, c'est très important. Et j'ai eu la chance d'avoir le premier parrain Bernard Goutin, j'ai eu Romain Tollet, j'ai eu Guillaume Guirado, voilà, qui nous soutiennent vraiment. Mais vraiment, c'est des vrais parrains, quoi, avec les vraies valeurs, voilà, de rugby, d'hommes. Et j'ai eu une rencontre aussi avec Patrice Lazisquet, c'est pour ça que voilà. Il sera notre invité après 20h ce soir à l'issue du match entre le Pays de Galles et le Portugal, puisqu'il est impliqué évidemment dans cette équipe du Portugal. Voilà, c'est une très très belle initiative. Comment ça se passe jusque-là? Alors donc ça se passe très très bien. J'ai beaucoup de maillots. Je sais pas si tu peux le. Oui, on peut le montrer. Je vais le montrer. Celui-là, c'est le maillot. On est en direct sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. Je remercie Thierry Dussautoir de m'avoir mis à disposition ce maillot du 23 novembre 2013. Voilà, donc contre l'Afrique du Sud au Stade de France. J'ai eu la chance, voilà, Jean-François Imbernon, je sais pas s'il m'écoute, mais voilà, je lui fais un petit coucou parce que c'est des gens qui sont toujours derrière nous. Il m'a donné un ballon de. Oh, regarde, je vais te le montrer. Tu vas voir. Allez. Oh, il est beau. Alors ça sent le Jean-Pierre Rive, voilà, cette histoire-là. Voilà, donc il y a bien sûr le maillot du Portugal, on a bien sûr le maillot de l'équipe de France de cette année. Voilà, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout et qu'on soit champion du monde. Mais je voulais vraiment dire que ce milieu du rugby, il est fabuleux parce que c'est des gens qui ont du cœur, c'est le collectif qui mène tout et ces valeurs, moi je les défends aussi par rapport à la mucoviscidose et tous les handicaps. Et c'est important de continuer le combat, quoi. Voilà. Patrick Sébastien. Ah c'est évident, il a totalement raison, ça me fait plaisir. C'est vrai que ces valeurs de solidarité, c'est à nous. Et puis, comme tu disais juste avant, si c'est ça la France, c'est n'importe quoi. Nous, on a ces valeurs de solidarité. Je suis très très fier qu'on ait tous conservé ça. Il faut qu'on se batte pour les continuer, quoi. Oui, et c'est vrai que c'est ultra important. Tiens, petite valeur aussi sympa, c'est la transmission, puisque Christian Labitte a la transmission. Oui, parce que Christian Labitte a été l'entraîneur de Philippe Spanghero, et Philippe Spanghero va offrir à Christian Labitte son premier livre. Et là, c'est un moment important. Alors, je sais que ça te tenait à cœur, Philippe. Ça me tenait à cœur parce que j'ai pu au cœur de l'Ovalie, 150 expressions autour du rugby. J'ai écrit avec les linguistes du Robert Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard. Et dans le texte de la transmission, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire parce que il a une double signification, c'est la passe en rugby et c'est un élément central du jeu. Et puis il y a cette notion qui anime tous les bénévoles du rugby, tous les gens qui encadrent des jeunes. Et en fait c'est un moment important parce que ça permet de remercier des gens qui ont été importants. Et donc j'ai pu citer Christian dans les remerciements. Et donc je voulais lui donner en main propre. C'est un peu émouvant pour moi parce que dans ce qui a renforcé mon amour pour ce jeu, il y a en partie Christian. Voilà, donc il est dans les mains de Christian Labitte et voilà, 150 mots expressions autour du rugby. Et Patrick, je voulais justement, rappelle-nous ton livre. C'est marrant que vous parlez de transmission parce que la couverture de mon bouquin, c'est moi avec un enfant et c'est exactement ça, c'est la transmission. Et c'est très important qu'on transmette nous les valeurs. Philippe, je connais tous les gens qui sont autour de toi. C'est important qu'on transmette nos valeurs à nous et qu'on lâche pas un seul millimètre de ces valeurs qu'on doit transmettre à tout le monde. Ouais, sur ces beaux mots, eh bien, on te remercie Patrick d'avoir été avec nous sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. T'es notre invité quand tu veux. D'accord. Quand tu veux.
Si c'est pour parler de ces valeurs-là, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, c'est toujours le cas. Et puis on va être tous être derrière cette belle équipe, cette équipe formidable qui nous fait quand même un plaisir fou, hein, vraiment. Et on aura le temps parce qu'il reste encore beaucoup de matchs pour cette équipe de France dans cette Coupe du Monde. Et on te rappellera, Patrick Sébastien, donc en direct sur Sud Radio. Merci Gilles Belzon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Christian Labitte. Vous allez directement au Parc des Sports et de l'Amitié. On va voir Narbonne-Nice. Et voilà, Narbonne-Nice. On va pas vous faire arriver en retard. Merci Stéphane. Et encore une fois, bravo. Je peux juste rappeler qu'il faut se connecter sur le site mucovi.com. Exactement. Et voilà, c'est important de continuer. Ça s'arrête lundi à 19h. Voilà. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Il y a encore quelques maillots. Voilà. Il y a encore quelques maillots. Merci du fond du cœur. Merci. Avec grand plaisir. Et Sud Radio est là pour relayer les beaux messages. On se retrouve dans un instant sur notre antenne. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Et dans un instant, on retrouvera nos consultants avec Eric Bonneval. On sera avec Laurent Cardona. Et puis on suivra aussi ce match entre le Pays de Galles et le Portugal. Christine Bouillot aussi va s'installer. À tout de suite.